Merci, mesdames et messieurs. Merci por cet accueil chaleureux pour Astrid. Muchas gracias, señores y señores, por estar aquí con nosotros. En nombre del festival, de su directora y de todo el equipo, les deseo la bienvenida y les agradezco por estar aquí en ese debate. Je vais demander à Jean Côme de la Loye et à Rodolfo de nous rejoindre s'ils sont dans la salle. Les voici. Merci. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir pour ce film fort et poignant. Voilà, une séquence émotion. On est en train d'essayer de s'en remettre, Jean Côme. Vamos a hablar un poco en español, un poco en francés. Ustedes tienen, por si acaso, interprétation del francés al espagnol. Si vous me permettez, je vais aussi peut-être poser les questions à la fois en français et en espagnol pour que nos invités puissent se sentir plus à l'aise. Vamos a empezar con una pregunta para Jean Côme. Jean Côme, je voudrais vous demander pourquoi ce film? Expliquez-nous. Pourquoi ce film? Parce que, pour plein de raisons. La première, c'était pour Kelly. J'avais entendu parler du cas de Kelly quand j'étais à New York, sur le site de Sobrevivientes. Et d'ailleurs, Rodolfo a pris des pages du site qu'ils avaient à l'époque. Et en fait, en tant que journaliste, pour des médias de communication assez généralistes et même de masse, ce film, c'était un peu ma réponse au fait que je trouvais aussi que le journalisme n'allait pas forcément toujours où il fallait aller. Parce que je pense que si le cas de Kelly s'était déroulé aux États-Unis, ça aurait fait la une des médias américains et ça aurait été repris par des personnes comme moi qui l'auraient transposé après ici en Europe et ce cas aurait fait le tour du monde. Le problème pour la famille de Kelly, c'est que ce cas s'est passé à Quetzaltenango, qui était à 4 heures de voiture, 4h30 de voiture de la capitale, et que c'était un cas parmi une soixantaine d'autres par mois au Guatemala. Il faut imaginer que c'est un pays de 13 millions d'habitants. Donc 2 fois la Suisse, et vous avez 60 femmes par mois qui sont victimes de fémicide. Et donc c'était une volonté de lui donner la parole à la base. Et j'insiste sur le fait que je suis journaliste parce que le fait que c'était au Guatemala, ça posait un autre problème, c'était que justement, pour faire sortir cette histoire, il fallait qu'il y ait un lien avec les États-Unis, pour moi, parce que j'avais fait un film avant qui se passait au Nicaragua, que peut-être ma famille a vu, peut-être quelques autres d'autres, mais que personne d'autre après a vu, parce qu'il n'y avait pas de lien. C'était un film qui était posé au milieu de nulle part, comme ça. Et donc le Nicaragua n'était pas non plus dans les cycles d'information. Donc je voulais absolument un lien avec les États-Unis pour que les gens, tout d'un coup, s'agrippent à quelque chose et qu'ils puissent comprendre cette réalité qui est en train de se passer. Et en fait, le cas de Kelly était très lié avec les États-Unis, puisque toute sa famille, elle a 9 frères et sœurs qui sont aux États-Unis et qui n'ont pas voulu être dans le film, parce que la plupart d'entre eux sont illégaux. Et le film n'a pu avoir de vie que quand Astrid a accepté de parler. Et je dois mentionner quelqu'un qui a un rôle extrêmement important, c'est une femme qui s'appelle Azalea Vasquez, qui a été elle-même violée il y a 20 ans et qui a fui son pays, qui est une militante à Los Angeles, et qui a vu passer un de mes emails un jour. C'est un peu la chance du journaliste, un peu du gars qui va un peu les chercher un peu à gauche à droite en espérant qu'un hameçon soit pris. Et elle m'a contacté un jour en me disant est-ce que tu es toujours intéressé par un cas aux États-Unis. Et c'était Astrid. Elle était témoin dans le cas d'Astrid. Et donc Astrid, quand je disais que personne n'avait à gagner, en tout cas des gens qui ont fait ce film, Astrid était en procédure de renvoi à ce moment. Donc accepter la présence d'une caméra dans sa vie. On n'a pas pu filmer à la cour, mais accepter la présence d'une caméra dans ces moments où vous jouez en gros votre existence, c'était extraordinairement courageux. Et le hasard, parce que c'est vraiment un hasard au début,
a voulu que Astrid et Kelly aient le même âge. Elles sont de la même année, elles sont de la même ville, ou quasiment. Et il leur est arrivé la même chose. La seule différence, c'est que Astrid, finalement, la famille a payé la rançon sans appeler la police. Et la famille de Kelly a payé les rançons, mais en appelant la police. Et un des kidnappeurs s'est fait arrêter. Et ils ont retrouvé Kelly morte 3 jours plus tard. Et voilà, et pendant qu'on filmait, il y a eu le 3e cas qui s'est passé. Et ça complétait. Et comme Rodolfo était le lien entre les principaux cas, le film est né comme ça. Alors, si vous entendez une petite voix, c'est la voix de Joseph. Si usted oye una voz, creo que es la voz de su hijo, que está aquí, con Astrid también. Il est dans la salle. Voilà, donc la vie est là. Astrid, usted es una mujer muy valiente, vous êtes très courageuse, vous avez accepté de témoigner. Usted aceptó de darle su testimonio a Jean-Com. ¿Cómo fue eso? Buenas noches. Pues me siento feliz de estar acá y todo esto surgió a través de lo que a mí me ha pasado y es que son muchos sentimientos encontrados y la verdad no sé qué decir. De l'interprétation, donc si vous avez des casques, il y a l'interprétation de l'espagnol en français. Me imagino que es muy difícil para usted explicar. ¿Ha sido difícil trabajar con Jean-Com? ¿Es un director muy exigente? ¿Cómo fue eso? No, ha sido maravilloso trabajar con John. Es una persona comprensible. En la película pudieron ver que muchas veces lloré. Y la última grabación. Et la dernière fois que nous avons enregistré, j'ai pleuré pas autant. Tuve que parar muchas veces la grabación porque los sentimientos eran demasiados y a veces yo no paraba de llorar. Pero John tuvo mucha comprensión por ese lado y al fin pudimos grabar esa parte. Et nous avons aussi pu enregistrer cette partie-là. Quiero dar las gracias a él. Je veux le remercier et tous ceux qui ont pu venir ici. Yo lloré justo antes de entrar. Moi aussi, j'ai pleuré juste avant d'entrer le ici. vamos a dar la palabra a Rodolfo Díaz, qui a été procureur du Guatemala et qui est l'avocat de l'association Sobrevivientes Survivantes. Rodolfo, ¿cuándo empezó usted a colaborar con estas personas? Quand avez-vous commencé à travailler, à collaborer avec ces survivantes? Vous ne voulez pas les appeler victimes, mais survivantes. Avec justement l'association de ces personnes qu'ils souhaitent qu'on appelle survivantes et non pas victimes, je crois. La palabra es a usted. Je remercie le festival pour leur invitation et pour raconter ces histoires qui malheureusement au Guatemala sont quotidiennes. Merci à Jean qui a récupéré ces histoires pour les donner à connaître au monde. Malheureusement, c'est un problème social qui est très enraciné, celui de la violence contre les femmes et les filles. Ça fait 9 ans que je travaille pour Survivantes, cette association. Et comme vous avez vu, Norma Cruz, c'est une défenseuse des droits de l'homme, c'est une activiste. Et puis elle a été victime de la violence. Son couple, ça fait quelques années, a violé la fille de Norma.
Et donc, elle a voulu mettre ça entre les mains de la justice et puis elle a trouvé beaucoup d'obstacles parce que cette personne qui avait violé sa fille avait un poste très important dans l'échelon du pays. Et puis, malheureusement, au Guatemala, dans les procès, c'est les mères des victimes qui commencent les procès. Et puis cette mère, Norma Cruz, a décidé de commencer le procès et c'est elle qui a commencé l'association. Et l'assistance est complètement gratuite. On ne demande pas un sou. Donc les survivantes ont des avocats, de l'aide psychologique. On a un refuge, un foyer. Et il y a violence parce qu'il y a impunité. Donc le risque qu'une victime déclare est important, le risque pour la victime est important, donc elle préfère émigrer. Et dans notre institution, Fondation Survivante, ce que nous essayons, c'est que cette impunité s'arrête. Donc nous voulons donner le pouvoir, donner une capacitation aux femmes survivantes pour qu'elles puissent reconstruire leur vie. Il y a des problèmes structurels dans ces trois cas que vous avez vus dans le film. D'abord que les victimes sont des femmes. La mort, la haine, la misogynie et tout ensemble mélangé dans ces procès, les trois procès. Norma Cruz disait que dans la ville de Guatemala City, une personne, si c'est un homme, on l'assassine, mais à une femme, avant de l'assassiner, avant de la tuer, on la viole et on violente son corps. Et une chose que vous pouvez voir, c'est la question de la traite des femmes ou des êtres humains. Et il y a plusieurs délits, les stupéfiants, le trafic d'armes et puis la traite d'êtres humains. Ces trois grands délits. Donc au Guatemala, malheureusement, nous avons une émigration de petits-enfants, même de bébés jusqu'à personnes âgées qui sont séquestrés. Et on les a séquestrés de chez leur famille et on leur a donné un autre nom et mis entre les mains d'une autre famille. Dans le cas de Micaela, dans le film, on voulait donner ces deux enfants et au Guatemala, cela a un coût de $50,000. Et le prix est beaucoup plus élevé quand c'est une fille. Ceci s'est passé depuis les années 80. Et puis, nous voulons casser ce mur d'impunité qui malheureusement existe au Guatemala avec ces processus comme celui de Micaela, celui de Kelly Diaz, qui en 2010, il est encore, il n'est pas clos ce procès. Nixon, c'est une personne influente et il a beaucoup d'argent à Quetzaltenango et donc il a pu avec la corruption d'un juge que l'on puisse réviser le procès, même si tout était les preuves étaient très parlantes. Tout ceci ne peut pas rester dans l'impunité. Et le cas de Micaela, qui est encore ouvert, une des grandes réalisations avec 3 ans pour Lucy et 58 ans pour l'autre, l'on a augmenté les peines à 80 ans et dans le cas de Lucy, l'on a changé le délit avec traite d'êtres humains jusqu'à 12 ans. Donc nous avons, dans la révision de procès,
meilleur gain de cause et nous prétendons un pays plus égalitaire pour les hommes et pour les femmes en faveur du respect de la vie. Merci. Je vous présente un invité surprise, Joseph, qui est là avec nous ce soir. Buenas noches. Je vais donner la parole à la salle. Nous avons jusqu'à 20h15 pour que vous puissiez poser des questions à nos invités. Le vamos a dar la palabra a las personas que están aquí con nosotros para que puedan hacer preguntas. Donc, si quelqu'un veut commencer, on a des lumières. Voilà, ça va aller. Qui souhaite poser la première question? Oui, je vous en prie. Prenez le micro. Voilà. Si vous pouvez juste peut-être vous présenter. Oui. Voilà. C'est bon? Oui. Le micro doit être éteint parce que les interprètes n'entendent pas la question. Oui, sinon je te passe le mien. Le tournage a été assez simple, entre guillemets. Il y a deux choses dans un film comme ça. Il y a le risque que tu prends en le tournant avant même d'avoir l'argent de le faire. Et ça, pour ça, on doit beaucoup à Francine Nucer, qui après, quand elle a reçu l'idée et les images, elle devait les financer. Et ça, pour ça a été quelque chose d'assez incroyable pour nous, rien que de le montrer ici, parce que le film s'est fait grâce à Genève finalement. Moi, j'habite aux États-Unis depuis des années, mais s'il n'y avait pas des gens qui avaient pris des risques pour nous ici, le film n'existerait pas. Le risque, moi, je n'en ai pas l'impression d'avoir pris. On était que deux quand on tournait. On était assez discrets. Je parlais espagnol assez bien, donc je me fonds on pensait que j'étais un Argentin la plupart du temps, un Uruguayen parfois. Je jouais au foot avec Rodolfo, donc l'intégration était assez réussie dans ce cadre-là. Les risques, ils existaient. La preuve, c'était, on dit à la fin du film que Karine a changé ses enfants plusieurs fois d'école. Nous, tous les jours, on devait arrêter à peu près de tourner vers 4h, 4h30 pour aller chercher les enfants de Karine à l'école. Parce qu'elle ne voulait pas les laisser rentrer seuls à la maison. Donc ça met un peu en perspective les risques qu'elle court, que nous, on s'est fait une fois menacer plus ou moins par un gars qui est venu, qui était apparemment un cousin de Nixon, mais ça a bien fait rire Karine. Elle a dit que c'était un borracho, un bourré, en gros, et elle a dit qu'il se barre, et c'est un peu ce qui s'est passé. Mais ça a été très compliqué, en revanche, de faire parler. Karine, non, ça a été facile, parce qu'elle voulait absolument que ça sorte, cette histoire. La famille de Karine, ça a été beaucoup plus compliqué, parce que ce qui se passe, souvent, comme dans les cas d'immigration assez massive, les gens partent d'un point et se retrouvent d'un point A et se retrouvent à un point B où ils connaissent déjà quelqu'un. Ce qui fait que dans le cas de Kelly, les parents de Kelly sont partis dans la région de San Francisco. Manque de chance, la famille de Nixon s'est retrouvée aussi à San Francisco dans le même. C'est un peu une immigration massive du village. Donc à partir de là, je dois rendre hommage au Guatemala, parce qu'au Guatemala, on a pu tourner tout ce qu'on voulait. C'est la force aussi, comme ce film existe parce qu'ils nous ont laissé le faire. On a eu accès à toutes les cours, contrairement aux États-Unis. Les gens nous ont donné leur temps. Pour faire ce film, il y a eu tout un travail aussi. J'ai retrouvé la médecin qui a vu Astrid, qui a corroboré le viol. On a retrouvé la personne qui a pris la déposition.
On a retrouvé plus ou moins le document parce qu'il était sur une étagère après à Guatemala City, mais on l'a suivi assez loin pour vraiment être sûr de ce qu'on racontait, comment on allait le raconter. Et c'est en ça que c'est un film, effectivement, c'est un film journalistique qui donnait la parole vraiment aux gens qui avaient l'histoire, plutôt que de se mettre nous en avant, de faire des prouesses techniques et tout. C'était vraiment pas le but de ce film. Et donc on a tourné, et aussi on a tourné avec une toute petite caméra parce qu'on ne voulait pas attirer l'attention non plus. On a le matériel son, on avait juste on n'a pas fait ceux qui font du film, ils savent que la plupart si tu veux faire une bonne interview, tu fais avec une perche et tout ça, c'était banni, on mettait un petit micro. Et on a tourné tout comme ça. Et puis mais vraiment on était assez rapide, c'est-à-dire on arrivait. Et puis, ah oui, on a une deuxième menace quand on est entré dans la prison. La prison, c'est un vrai problème. D'ailleurs, le chef du système pénitentiaire au Guatemala a été arrêté en 2014 parce qu'un des détenus sortait, il s'était même acheté une Porsche, je crois. C'est le capitaine Byron Lima, il est assez connu au Guatemala. C'est un ancien soldat, qui dirigeait la prison depuis l'intérieur. Et donc, à l'intérieur de la prison, quand on est entré dans la prison, le directeur il a dit si vous entrez là en bas où il y a les gars qui jouent au foot, vous êtes you're on your own, vous êtes tout seul, quoi. Et donc ils nous ont fait entrer. Vous avez vu pour entrer dans la prison, il faut que les détenus acceptent de vous laisser rentrer aussi, puisqu'ils ont la corde à l'intérieur. Donc les gardes n'entrent pas dans la prison. Et puis après, ils nous ont fait rentrer. Il y a un gars qui est venu nous regarder, qui a regardé un peu la caméra, qui a regardé les baskets, et qui a dit j'aime bien tes baskets, tu vas me les donner. Il a dit non, c'est pas possible ça. Et finalement, tout ça s'est terminé par une partie de foot. On a des images de nous jouant avec les détenus pour qu'ils nous laissent filmer. Et ça s'est arrêté là. Donc finalement, les risques, c'est vraiment pas nous. Un autre risque, effectivement, je vais essayer de bref. Mais aux États-Unis, quand vous tournez quelqu'un, vous devez avoir sa permission. On a tourné toute la famille d'Astrid. Il n'y en a pas un ils sont tous sans papier. On a tourné dans son église. C'était le papa d'Astrid, avec Astrid, sa sœur, qui allait demander aux gens de toute l'église de signer le papier pour qu'on puisse, si jamais, les montrer. Et donc, les risques, c'est eux qui les ont pris, c'est pas nous. Le bébé est en train de s'endormir dans les bras de sa maman. Donc, on va profiter de lui, poser une question à sa maman. Astrid, aprovecho a hacerle una pregunta, puesto que José parece que se está quedando dormido. ¿Usted nos puede contar un poco de su nueva vida después de Comment est lo votre que vie pasó? maintenant, ¿Cómo vive usted hoy en día? après tout ce qui s'est passé? Ahora estoy casada. Tengo poco tiempo de estar casada. Je suis mariée maintenant. Tengo a Joseph. J'ai un Joseph. Antes de avec moi. casarme estaba estudiando la high school. Avant, j'étudiais l'école secondaire et j'ai arrêté avec mon bébé. Maintenant, j'étudie l'anglais les soirs et j'espère continuer mes études et arriver à être avocate. C'est ce que j'aimerais bien pour pouvoir aider les personnes. Voilà. Pues les deseamos todo éxito en su carrera y sobre todo como mamá de ese niño maravilloso. Si es demasiado pesado, lo puedo agarrar yo, pero tengo miedo que se despierte. Rodolfo, je voudrais aussi vous poser une question. Le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué sigue hoy en día la impunidad en Guatemala? ¿Es un país peligroso para testimoniar? ¿Y hay una voluntad política de que eso cambie o todavía sigue lo mismo? Sí, yo creo de que el problema en mi país Dans mon pays, le problème de años atrás
ça fait longtemps dans le passé. Et petit à petit, on construit une nouvelle Guatemala pour en finir avec la corruption. Et les structures criminelles ont mis des personnes importantes dans le système judiciaire pour garantir leur impunité. Mais maintenant, les groupes criminels, pas seulement les stupéfiants, mais aussi chez les hommes politiques, évidemment, être face à un cas pénal au Guatemala est quelque chose de très compliqué. Et il faut aussi être clair qu'il y a eu des intimidations, des menaces. Dans les cas de Kelly, de Micaela, les personnes qui ont commencé les procès ont dû nous donner des autorisations pour que nous, on les représente, pour que eux, ceux qui avaient initié les procès, ne soient pas en danger. Donc c'est nous qui allions au procès et pas eux. Et dans le cas de Kelly et Diaz, nous, en tant qu'avocats de la Fondation, on a reçu souvent des menaces. Et dans les dernières audiences, nous avons eu besoin d'avoir des gardes du corps autour de nous. Parce que le danger était qu'ils mettent une bombe dans notre fondation ou contre nous, les avocats, ou la famille de Kelly. Et je me souviens que en une occasion, l'avocat de Nixon s'est approché de moi et il m'a dit « Faites gaffe parce que dans votre chemin de retour, vous pouvez avoir des déboulements ou des accidents, des choses peuvent se passer. » Et une des fois, on a eu une voiture qui est venue derrière nous pendant 1 heure à peu près. C'était une voiture pick-up et c'était clairement une intimidation. Donc, il s'agit que si nous, en tant qu'institution, nous ne continuons pas, tous les cas vont être les mêmes une autre fois. Donc, comme le cas de Micaela, nous avons quelques 300 cas dans notre institution. Et nous pensons que si dans le cas de Micaela, qui a été assassinée, et on l'a mise dans un tonneau et on l'a recouverte de ciment, on a vu toutes de ciment, de béton, on a vu tous ces actes barbares, mais on voit aussi que les personnes, les femmes, dépassent ces horreurs pour continuer leur vie. Et une fois dans notre pays, on voit que cette impunité commence à se casser. Et devant la justice, il y a eu maintenant, on a l'ex-président et l'ex-vice-présidente qui sont devant la justice maintenant dans notre pays. Donc, bon, aussi vous dire que notre fondation, comme j'ai dit, elle n'a pas un sou grâce à la défense des survivantes. On ne fait pas payer. Mais ça a été une sorte de séisme tellement fort que ce cas du président et de l'ex-présidente ont été devant les tribunaux, qu'on nous a enlevé les subventions qu'on recevait. Et nous avons dû arrêter d'aider à 70% des victimes parce qu'on n'avait plus d'avocats. Avant, par exemple, on avait une voiture qui nous accompagnait ici et là. Maintenant, nous devons aller en bus et tout se complique beaucoup plus. Mais de toute façon, malgré tout, nous avons survécu à tout ce drame que traverse notre pays. Et de toute façon, tout ça arrive parce que nous essayons de changer notre pays et de faire que la justice prévale.
Donc, s'il y a des personnes qui veulent aider votre association, oui, nous sommes sur Facebook en tant que sous Fondation Sobrevivientes.org. Donc aussi, vous pouvez voir sur le web ou sur Facebook le quotidien des cas qui sont des paradigmes à cause de morts violentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Je pense qu'on peut prendre deux questions encore. Oui, allons-y, volontiers. Je vais parler en espagnol. Le Guatemala, pendant des années, est passé par une dictature militaire fasciste, franquiste, catholique. Ríos Montt, c'était le dictateur, où il y a eu 200 000 victimes, ce qui représente que 40% des victimes étaient des femmes. Ríos Montt, l'ex-président, le dictateur, il était déjà vieux et il vivait tranquille et personne ne l'inquiète. Il est métis. Mais moi, j'ai une préoccupation. Au Guatemala, il y a une violence raciste parce que la violence de Ríos Montt, qui était métisse, était une violence contre les femmes indigènes. Donc, c'était un nettoyage ethnique contre les femmes indiennes, des ethnies locales. Donc les femmes sont en train de supporter un racisme métis que les femmes blanches, disons, aussi passent par ce type de violence ou pas. Donc ma question est-ce qu'il s'agit d'une violence raciste ou pas? Parce que cette violence se fait contre des femmes indigènes. Et moi, je crois que les femmes blanches ou métisses ne passent pas par ce genre de violence. Donc, et puis, ceux qui font la violence, ce sont des personnes métisses. Ils ne sont pas indigènes. Oui, je vais vous répondre. La violence dans notre pays ne respecte pas les différentes classes ni les positions sociales ou économiques. Là, nous avons vu 2 exemples à peine. Mais nous avons un cas, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Carlos Carlisa, une famille d'ascendance italienne qui est venue au Guatemala et elle a tué son ex-époux qui est... parce que la violence était tellement forte que la femme l'a tué. Donc ce qui était important, c'est que cette crise y cabezas n'est pas apparue. Nous avons lutté contre ce pouvoir qu'ont les magistrats, les juges, parce qu'ils ont reçu ça d'un autre temps. Mais maintenant, il y a des femmes victimes dans notre pays, mais les femmes métisses, les femmes blanches aussi passent par ce même type de violence, même pire parfois. Donc là, on a vu 2 exemples, mais je pourrais vous parler toute la nuit d'autres cas de femmes qui ne sont pas indigènes et qui ont été objets de violences brutales et d'assassinats aux mains de leurs époux. Donc, je comprends votre position et il y a des années, la violence était de façon indiscriminée contre les indigènes. D'accord. C'était des hommes, des femmes indigènes. Et ça, on ne peut pas le nier. Mais maintenant, aujourd'hui, la violence, c'est contre les femmes, n'importe lesquelles. Indigènes ou blanches, pauvres ou riches, et c'est égal. Il y a la violence. J'aimerais ajouter quelque chose. En français, ça va? Dans le cas de Kelly, par exemple, on n'a pas été dans les détails parce que sinon, je pense qu'on vous aurait perdu.
Mais ce n'était pas du tout une violence raciste, c'était une violence de voisinage, quasiment une violence pas de petite criminalité, mais c'est une violence de criminalité facile. Puisque dans le cas de Kelly, l'un des principaux condamnés, c'est son cousin. Et l'autre, c'est son voisin, c'est celui qui avait la maison. Donc il savait exactement qu'il y avait des remessas, de l'argent qui arrivait des États-Unis. Il savait qu'il y avait de l'argent dans la maison et il savait à quelle heure exactement la fille entrait. Et ils n'ont pas été chercher plus loin que ça. Et donc il y avait le Nixon, c'était une personne qui avait eu des problèmes avec la famille, c'est une longue histoire. Mais donc c'était plutôt une alliance de petite délinquance, même si Nixon était connu déjà pour avoir sévi dans la région. Ils ont pas été, elle n'a pas été visée pour sa couleur de peau. Merci Jean-Com. Je crois que nous devons rendre encore une toute dernière question. Oui, volontiers. Parce qu'après, pour des raisons techniques, il faudra qu'on rende les casques pour la prochaine séance, mais vous pourrez continuer à l'extérieur si vous voulez parler avec nos invités. Oui. Merci, je vais vite. D'abord, merci pour votre leçon de courage. Merci, gracias por vuestro coraje. Bravo. Esperemos que podamos ayudar desde Europa. Piensan presentar en la película en Nous espérons pouvoir aider depuis l'Europe. Merci. Le film, il voyage déjà depuis une année. Il a commencé à Guadalajara l'année dernière. Il a été à Hot Docs, qui est le principal festival du film documentaire avec IDFA en Europe. Hot Docs, c'est à Toronto. Il a été à Hollywood. Il a été, oui, on n'a pas réussi à remplir la salle parce qu'elle était grande. C'était l'après-midi en plus. Mais on est quand même passé. Elle a eu le tapis rouge et tout avec toute sa famille. On a fait quasiment toute l'Amérique centrale et latine. On a été au Guatemala. Le film et ça, c'est là qu'on voit aussi la force de ce pays parce qu'il faut quand même lui rendre hommage. Là, on a mis le doigt sur quelque chose parce que c'était notre occasion de montrer une réalité. Mais le Guatemala, je suis arrivé un peu quand même nerveux de voir comment allait être la réaction. Résultat, le film a gagné le prix du meilleur documentaire au Guatemala et il a occasionné une page entière d'un éditorial. Alors, imaginez-vous, c'est comme si la Tribune de Genève mettait toute une page où il parlait de l'impunité. Donc le Guatemala était très réceptif et le film voyage toutes les semaines. Là, demain, on était à Genève, il est en même temps à San Diego, à Porto Rico. Le mois prochain, il fera sa première à New York. Donc il voyage quasiment chaque semaine, il est quelque part d'autre. Et ça, il a aussi été très couvert dans les médias, justement parce qu'il y avait cet aspect journalistique et cet aspect vraiment témoignage où on se retranche derrière l'histoire. Et donc, pour le moment, il marche très bien et on est très content. Et Astrid a déjà voyagé pas mal. Elle est à San Francisco, elle est à Seattle, elle vient à Genève, et avec son bébé toujours. Pour l'instant, les festivals sont contents parce qu'il n'a pas encore 2 ans. Après ça, il faudra prendre le siège. Mais le film a eu énormément de retentissement. Et pour nous, ça fait énormément de bien. Parce que c'était un travail énorme. Et je parle de toute l'équipe. Je parle de la monteuse américaine on avait des petits tickets par terre, partout. Puis on passait notre temps à prendre des post-it de couleurs, à les changer. Je parle aussi de la musique, des caméramans, parce que ça n'a pas été facile. On a trouvé des caméramans un peu comme ça, parce qu'il y a des moments où le budget, au tout début, c'était serré. Et tout le monde a pris un risque, c'est-à-dire en se disant, on va raconter cette histoire. Et puis ça a mis 2 ans, ça a mis plus de 2 ans de travail. Et donc, au final, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir savoir que le film sort. Alors, je vais donner la parole de fin à Astrid. Astrid, las últimas palabras son para usted. Gracias a todos por haber venido. Merci à tous d'être venus ici ce soir. Cela n'a pas été facile, mais
Ce n'est pas impossible non plus. Yo sigo adelante. Donc moi, je continue de l'avant. También le quiero dar gracias a Je veux remercier Rodolfo. Rodolfo. Él ha hecho muchas cosas por otras personas. Il a beaucoup travaillé pour d'autres personnes aussi. J'espère qu'il va pouvoir continuer. Una buena noche. Et bonne Gracias. soirée à tous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, continuez de venir au festival. Bravo. Merci, bonne soirée. Et merci à Aurélien, notre technicien. Et à toute la technique.